Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à la Cinémathèque Suisse, bienvenue à la salle Paderewski. Si je vous parle 2 secondes de Paderewski, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que un des grands protagonistes de ce soir dans le film, j'ai nommé Igor Stravinsky, a beaucoup de points communs avec Paderewski. Ils sont tous les deux de langue russe, Paderewski étant plutôt polonais que russe, mais il parle très bien russe aussi. Ils ont tous les deux connu l'exil en Suisse et ils ont tous les deux vécu à Morges, où ils se sont fréquentés, et pour ensuite continuer leur parcours du côté de Paris, et ensuite pour de longues années aux États-Unis. Donc voilà, c'est tout un symbole d'être là ce soir pour ce film, un film dédié à l'histoire du soldat, une œuvre absolument majeure du répertoire du XXe siècle. Et donc pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène son réalisateur, Michel Wanzel, ainsi que Heinz Diel de Louise Productions. Messieurs, si vous voulez bien me rejoindre. Sous vos applaudissements. Bienvenue, messieurs. Bonsoir. Est-ce que vous souhaiteriez adresser un petit mot au public avant qu'on lance le film ? C'est une grande joie d'être là pour nous, de vous voir si nombreux, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous entamons une série de 3 projections spéciales. Et nous commençons ici avec la Cinémathèque, avec qui nous avons une très belle collaboration pour préparer la soirée de ce soir et cette série de 3 projections, puisqu'on sera demain à Neuchâtel à la Haute École de Musique et à Vevey au Cinéma Rex vendredi. La deuxième raison, c'est que c'est notre première soirée sous l'égide de Louise va au cinéma, qui est notre nouveau label de distribution, avec lequel nous souhaitons distribuer des films, mais aussi être des créateurs d'événements, comme celui-là ce soir, et que c'est un label qui va à la rencontre du public et que le public peut se retrouver. C'est un peu une sorte de grande communauté ouverte qu'on crée. Et ce qui nous a motivés, c'est aussi le succès qu'on a eu avec le film Clara Askill, Le mystère de l'interprète. Par exemple, aussi, on va éditer un coffret DVD avec ce film. Et la troisième chose, c'est que, et c'est la plus importante, c'est qu'elle nous permet de remercier les institutions qui nous ont permis de réaliser ce film. Il y a bien sûr la RTS, avec Arte et la SSR, qui ont été les partenaires principaux et angulaires de cette opération. Mais sans les institutions régionales et les institutions privées et les fondations, ce film n'aurait jamais pu voir le jour. Et donc je tiens à les remercier ici et les nommer. Donc je commence par le Cinéforum, qui est la fondation romande pour le cinéma, qui est appuyée par la loterie romande. Il y a la fondation Régamet, la Société académique vaudoise, le canton de Vaud, la ville de Vevey, le centre patronal vaudois. Et voilà, donc ça c'est les institutions qui nous ont aidés là-dedans. Et j'aimerais encore dire une chose, j'aimerais dédier cette soirée aussi aux archivistes, sans qui, et il y en a qui sont présents là ce soir, les archivistes de la BCU, du canton, de la ville de Lausanne, de la fondation Théodore Stravinsky et Paul Sacher à Bâle. Sans vous, les archivistes, en fait, nous, surtout les réalisateurs, les auteurs, ne pourraient pas accéder aux témoignages, aux œuvres, à des choses rares desquelles vous êtes les gardiens et les gardiennes. Et donc, j'aimerais aussi exprimer ma reconnaissance et l'exprimer publiquement ici. La dernière chose, je ne sais pas si vous avez vu, à l'entrée, on a une petite boutique où on a des DVD de réalisation que nous avons faites et de livres qui sont écrits par des gens qui sont présents ce soir, par Michel Tabachnik, le chef d'orchestre et compositeur, par Yves Gérard, avec un film sur Élie Gagnebin, monsieur Alain Rochat, qui a co-signé aussi un livre sur l'histoire du soldat, qui est sorti au moment du centenaire de l'œuvre en septembre de l'année passée. Voilà. Je m'arrête là et puis je passe la parole. Michel, est-ce que tu souhaites... Moi déjà, je vais me faire le messager de 2 protagonistes qui ne peuvent être parmi nous ce soir, à la fois Charles Dutoit,
qui est à Paris, qui a dirigé dimanche dernier la damnation de Faust, et surtout Freddy Beuch, qui est souffrant et qui aurait bien aimé être parmi nous pour découvrir ce film ensemble. Pour, en quelques mots, vous situer cette histoire particulière qui a été montée, comme vient de vous le dire, à Ainsdale, grâce au concours de plusieurs organismes et surtout de la production, qu'il représente avec un autre producteur français qui s'appelle Cédric Bonin, les Sépia. Donc la RTS et Arte ont considéré qu'il ne fallait pas louper le coche avec le centenaire de l'œuvre. Donc à ce moment-là, j'avais moi proposé une façon d'aborder cette œuvre sous un angle tout à fait particulier, c'est-à-dire de revoir la source là où l'œuvre est née et en quoi le contexte vaudois était celui qui avait servi à la fois à Ramu, à la fois à Stravinsky et à Ernest Ansermet pour nourrir tout ce qui a été mis dans l'histoire de ce soldat qui vient d'un conte russe d'Afanassiev, qui s'appelait au départ Le déserteur et le diable, et qui a évolué au fur et à mesure que l'œuvre s'est mise en route. Et en même temps, il y a eu un contexte très particulier, que vous allez voir dans le film, qui est peu connu, c'est que tout ça vient parce que le canton de Vaud a été le matériau principal pour cette œuvre. Autour, justement, d'un groupe qui s'était agrégé et qui s'appelait les Cahiers Vaudois. Donc la rencontre qui a eu lieu entre Ramu, Stravinsky et Ansermet en 1915 avait déjà, effectivement, d'une certaine façon, vu le jour à travers le premier manifeste de Ramu qui s'appelait Raison d'être. Et vous allez voir dans ce film que tous ces membres du Cahiers Vaudois ont joué un rôle primordial et que dans l'exil où se trouvait Stravinsky, s'il n'avait pas eu cet appui autour de lui, l'œuvre n'aurait peut-être pu jamais voir le jour. Donc c'est une aventure tout à fait particulière et qui, dans l'œuvre de Stravinsky, est tout à fait étonnante puisque c'était la première fois qu'il essayait d'inventer un dispositif qui était à la fois parlé, joué et dansé autour d'une forme tout à fait nouvelle de théâtre itinérant avec 7 musiciens et 3 comédiens. Donc je vous laisse découvrir l'ensemble de ce travail de longue haleine et ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez effectivement intervenir. En même temps que Michel Tabachnik, qui est ici présent, pourra aussi répondre à vos questions sur certains points musicaux qui auront retenu votre attention. Et juste vous préciser que suite au débat, nous aurons un apéritif qui nous sera servi dans le salon, qui est juste en face de la sortie de cette salle. Et vous aurez aussi l'occasion de découvrir les livres et les DVD qui ont été amenés ici ce soir. Voilà, je vous souhaite une très très belle projection et à tout à l'heure. Bravo Michel. Alors peut-être une première question à propos du film, peut-être un peu la genèse de ce documentaire. Est-ce que c'est le centenaire de la pièce qui t'a donné l'idée de ce documentaire ? Bien sûr, c'était un événement qu'il ne fallait pas louper. Et en même temps, c'est une œuvre qui a déjà énormément circulé et en même temps qui, me semble-t-il, n'était pas connue dans ses différents aspects tels que je les ai abordés jusqu'à présent. Il y avait comme un vide ou un manque. On voyait effectivement ce que ça correspondait par rapport à l'œuvre de Stravinsky. On disait même que de 1909 à 1918, c'était la période russe. Mais en même temps, cette œuvre tout à fait atypique, elle-même, dans son contexte, la façon dont elle a été conçue, dont elle s'est élaborée, je crois qu'il y avait là un vide et que j'ai essayé de remplir. Qu'en penses-tu, Michel, toi qui découvres ce film ? Je pense que oui, c'est un film admirable parce qu'il montre aussi la permanence d'une œuvre qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, très temporalisée, si je peux dire. La fin de la guerre, les circonstances qui n'ont pas permis de réaliser ce passage avec le tracteur, etc. Ça ne s'est pas fait. Ils n'ont pas eu l'argent pour faire tout ça, donc ça s'est créé au Théâtre municipal de Lausanne. C'est très particulier à un moment, et en même temps, avec la mise en scène de Lyon que nous avons un peu vue ici, c'est complètement universel, ça s'adapte à toutes les circonstances, à toutes les situations.
C'est ça le propre d'une œuvre géniale, c'est qu'elle est hors du temps et hors d'une époque. Et ça, c'est ce que tu as très bien montré, je trouve, parce qu'on a vu une des différentes productions, évidemment. Moi, je les connais, ces productions. Alors, on les voit défiler, celle d'Ansermet, justement, avec Aubergenois. On a eu Ramu lui-même qui en parle. On a eu, après, celle avec Markievicz. Igor Markievicz, qui a fait avec donc Cocteau lui-même, qui était le récitant. Enfin, il y a différentes productions qui sont admirables, qui sont toutes très, très différentes les unes des autres. Et ça, c'est le propre de cette œuvre sublime, c'est qu'elle peut s'adapter à différentes interprétations. Et en termes de documents d'archives, est-ce que vous avez trouvé très vite votre bonheur, ou est-ce que c'est une œuvre qui est bien documentée, ou est-ce que c'est problématique de trouver des informations? Alors, disons que ce qu'a dit Heinz Diel en présentation, c'est qu'il a fallu s'appuyer sur plusieurs organismes qui détiennent les archives, et à partir de là, essayer de remonter un peu la filière, ce qui n'était pas simple, de pouvoir trouver tous les documents qui pouvaient s'articuler autour de l'écriture de ce documentaire, qui est une écriture, je pense, un peu particulière. J'ai essayé de transposer, d'une certaine façon, l'œuvre à ma manière et d'en montrer tous les éléments constituants. Et en même temps, les documents les plus difficiles à trouver, et qui ont été pour le producteur une négociation assez dure à mener, c'est Stravinsky lui-même, qui est un personnage tout à fait étonnant. C'est vrai que quand il parle de la musique, il la vit comme quelque chose qui, de manière presque viscérale, quasiment, il considère que c'est partie de lui, c'est partie intégrante de sa façon de sentir, d'attendre, de voir. Et à travers ça, il était indispensable d'avoir justement le point de vue du compositeur, ce qui n'était pas une mince affaire. Par contre, ce qui était plus simple, c'était d'aller à la source et de retrouver les archives concernant Ernest Ansermet. La RTS a conservé des documents qui sont extrêmement précieux, et on voit bien la façon dont Ansermet parle de respect et de la façon dont il conçoit le travail de Stravinsky. Toi qui l'as connu, tu vois en lui un chef d'orchestre qui, de bout en bout, a voulu marquer justement de sa façon de diriger le point de vue du compositeur, de ne pas faire des sbroufs ou de ne pas quitter la façon dont le compositeur avait conçu l'œuvre musicale. Alors, ce qui est très intéressant, n'est-ce pas, du toi l'a bien souligné, le fait qu'on croit, parce qu'Ansermet avait été professeur de mathématiques, la musique est mathématique, pas du tout. Au contraire, et ça, Ansermet, oui je dis bien, Ansermet l'a aussi expliqué, qu'en fait, même le Sacre du Printemps, qui comme vous le savez, a des rythmes extrêmement compliqués, l'histoire du soldat, ils sont masqués, les rythmes compliqués, mais ils sont aussi extrêmement compliqués. Et quand vous jouez cette pièce, là j'admire les musiciens parce qu'ils la jouent donc sans chef d'orchestre, et c'est très compliqué à jouer. Bon, eh bien tous ces rythmes, non, ne sont pas calculés, ne sont pas mathématisés, ils sont simplement jetés sur le papier avec une espèce d'inspiration comme ça, spontanée. Et je trouve très intéressant le film parce qu'on voit beaucoup Stravinsky, excusez-moi de dire ça comme ça, mais on dirait un gamin. Il est là toujours émerveillé par ce qu'il fait, par la vie, par son existence, par sa création. Il est jusqu'à la fin de sa vie un gamin. Et on l'a pas là, bien sûr, mais il y a une interview, il est très très âgé, et il y a un journaliste qui lui dit « Maintenant que vous êtes âgé, maître, etc. » Et lui dit « Vous dites que je suis âgé, mais moi, pas du tout. Moi, je suis encore très, très jeune. » Et ça se sent très, très fort dans ce qu'on a vu de tes différentes séquences. C'est vrai qu'à part ça, c'est vrai que c'est impressionnant de voir l'extrême modernité de l'œuvre et de voir combien elle a pu inspirer aussi, suite à ces événements qui ont débouché vers une deuxième interprétation de l'œuvre beaucoup plus tard, suite à la grippe espagnole en 23 à Paris notamment. Puis ensuite, on a tout un grand nombre de metteurs en scène, de chorégraphes comme Béjart, comme on a vu dans le film, ou de metteurs en scène de cinéma qui se sont emparés de l'œuvre. Il y a des acteurs aussi différents que Jean-Luc Bidault ou Max von Sydow qui se sont vraiment emparés notamment du rôle du diable. Comment vous expliquez cette modernité et pourquoi tant d'intérêt pour une œuvre qui est presque intemporelle? Non, elle n'est pas. Dans l'œuvre de Stravinsky, il y a un aspect qu'il a mis en évidence. Il a indiqué que c'est la seule œuvre
qui était en prise avec les événements contemporains. La guerre de 14-18 a joué un rôle. Pour toutes les autres œuvres, il s'interdisait d'avoir justement une correspondance avec les événements. Mais là, le contexte dans lequel il se trouvait, entre l'exil, entre la révolution russe, entre le sentiment de devoir travailler pour nourrir sa famille, il y avait une situation qui était quand même assez critique, et son contexte personnel. C'était un personnage qui était un hypocondriaque terrible. Quand on voit Théodore, son fils, qui explique qu'il ne partait qu'avec des valises remplies jusqu'à ras-bord de médicaments, il avait comme dans son humour une formule très drôle. Il disait « Je suis d'une mauvaise santé, mais de fer ». Donc ça, c'est tout Stravinsky. Voilà. Et c'est un peu ce rapport qu'il entretient avec lui-même, avec les choses. Et je crois que cette musique aussi, ça tu peux peut-être en parler à ta façon, il disait que toute œuvre, toute partition ne tenait parce qu'elle était calligraphique. Alors vous avez vu, on a vu quelques passages de sa partition. En effet, c'était incroyable. Vous savez, donc Stravinsky, il avait inventé un stylo, une plume, qu'il trempait dans l'encrier, avec 5 becs. Et il traçait lui-même ses portées, et il écrivait sa musique sur les portées qu'il traçait. Par conséquent, quand vous achetez du papier à musique tout préparé, toutes les portées sont à distance équivalente, bien sûr. Donc si vous avez, comme je l'ai montré dans le film, une partition de percussion qui nécessite une grande largeur, parce qu'il y a la main gauche en haut, la main droite en bas, par exemple, eh bien, vous êtes coincé avec la portée d'en dessus et d'en dessous. Or, lui, il dessinait lui-même sa portée afin de pouvoir exécuter exactement ce qu'il voulait. De plus, c'était d'une calligraphie, d'une précision incroyable. Quand vous avez, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà vu des manuscrits de Beethoven ou de Mozart, ils étaient tellement... on a l'impression que c'était jeté. Les manuscrits de Mozart, bon, il écrivait très très vite parce qu'il n'avait pas le temps, il allait tellement vite que c'est un peu fouillis, c'est un peu brouillon. Et quelquefois, il faut vraiment regarder si c'est un sol ou un fa. Tandis que chez Stravinsky, il n'y a pas d'hésitation possible. Tout est fait avec beaucoup de précision. Alors, il y a une connexion, tu as raison de dire ça, entre ce qu'on entend et la calligraphie. C'est-à-dire que c'est une projection, cette calligraphie, de ce qu'on entend, une précision, une rigueur, et puis tout ça, comme disait Ansermet très justement, un peu complètement inspiré. Si ces rythmes sont tellement naturels, alors qu'ils sont compliqués, je le répète, c'est parce que justement, ils sont ressentis de l'intérieur, ils ne sont pas intellectualisés. Il y a une sorte de boutade que Ramu a rédigée dans ses souvenirs en 1929 et qui correspond à l'esprit de ce film. C'est qu'à un moment, Ramu dit « J'étais russe, le sujet serait russe », ce que reprend Freddy Boesch. Stravinsky était vaudois, la musique serait vaudoise. Et le fait est qu'il y a dans cette composition, à l'oreille de Stravinsky, tout ce qui nourrissait, tout ce qu'il voyait, la fête foraine, les boîtes à musique, les limonaires, les fanfares de la riponne, tout ça a nourri l'œuvre musicale. Complètement. Complètement. Et on a parlé du ragtime, n'est-ce pas? Il a découvert toutes ces musiques au buffet de la gare de Genève, en l'occurrence. Aussi le cembalum, vous savez, cet instrument qui est donc hongrois d'origine, sur lequel on frappe avec les cornets. Il utilise cet instrument dans le ragtime, dans les œuvres qu'il organise avec des petits groupes d'instruments. Il était très influencé, très inspiré, je dirais plus, par tout ce qui arrivait de l'extérieur. La musique hongroise d'un côté, le jazz de l'autre, et tout ça a une espèce de foisonnement dans sa musique, et c'est vrai que ça se ressent peut-être pas tout à fait dans l'histoire du soldat, mais très très fortement dans l'autre pièce qui s'appelle Ragtime, dans d'autres pièces qu'il a écrites avec Ramuse, dont Les Noces, vous savez, cette œuvre pour 4 pianos et 6 percussions, et chœur et soliste, et cette percussion là-dedans, elle est très inspirée, beaucoup plus encore que l'histoire du soldat, du jazz. Il faut dire aussi qu'à cette période, en juillet 18, à Zurich, Tristan Tzara rédige le manifeste du dadaïsme. Et le ragtime était effectivement la danse qui, à l'époque, était considérée comme celle qui représentait la révolution. Donc, il a été à la croisée de plusieurs événements dont il a eu l'écho, pas seulement parce que Ernest Ansermet lui avait ramené, semble-t-il, un disque de Sidney Bechet des États-Unis, mais en même temps,
il y avait une effervescence en Suisse, qu'on considère toujours un peu comme un pays qui n'a pas une œuvre littéraire, musicale, artistique, picturale à part entière. Eh bien, il y a eu des événements dont certainement, je crois, Stravinsky s'est imprégné. Et le rapport qu'il a entretenu avec Ramu sur le plan de l'écriture, pour lui, ça a été une expérience extraordinaire. Il avait un interlocuteur qui était capable de pouvoir retranscrire le russe et lui donner sa musicalité, de trouver les mots, le langage et la tournure choisie. Et je pense qu'entre eux, il y a eu une amitié extrêmement forte qui a fait que cette œuvre-là a vu le jour parce qu'il y a eu cette entente parfaite entre un écrivain et un musicien. Il y a un micro qui circule dans le public. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question, ou intervenir, ou apporter peut-être un complément d'information? Est-ce que M. Rocha est là, dans la salle, ou pas ce soir? Je ne le vois pas. Sentez-vous libre de poser des questions. Nos deux Michel sont là pour vous. Ah voilà, une question de monsieur au centre de la salle. Bonsoir et merci beaucoup. Je suis très ému par ce film. Comme M. Rocha n'est pas là, je voudrais juste signaler qu'on n'a pas le texte qui a été dit le soir de la première au théâtre municipal. Donc on ne sait pas ce que Ramu a voulu transmettre pour la première. Ensuite, il a livré un texte, qui est le texte que nous connaissons, mais vu qu'il y a eu ces versions dont vous parlez dans le film, la première version de la première mondiale, elle n'existe pas. Et je trouve ça tout à fait extraordinaire. La question que j'aimerais vous poser, c'est le pourquoi de féerie. Alors, l'idée de féerie fait que quand j'ai abordé ce film, j'ai essayé de trouver une écriture et une composition qui permettent de renvoyer des éléments qui ne sont pas de même nature et de faire en sorte qu'il y ait une espèce de charme, de fantaisie. Quand je prends la danse du diable et que je fais la transposition avec La Fontaine Tinguely, ça, c'est de la féerie. Tous les éléments qui concourent à montrer qu'il n'y a pas dans le documentaire seulement la part de réalité immédiate que constituent les témoignages. J'ai toujours conçu le documentaire avec toujours l'optique à la fois des Frères Lumière et de Méliès. Je pense qu'il y a autant à essayer d'aborder ce qu'est l'univers de l'image à travers le monde féerique de Méliès que la façon dont les Frères Lumière aussi essayaient de détecter dans la réalité ce qu'il y avait de magique. Donc je ne sais pas si pour vous, vous l'avez reçu de cette manière, mais c'est dans ce sens-là que j'ai composé le film et que j'ai essayé de trouver des équivalences aussi, parce que je me suis tenu très près, comme le film correspond à peu près à la durée de l'œuvre, donc il y a des variations entre Ansermet, Markievicz, Dutoit, mais on est autour de 52-53 minutes. J'ai essayé de trouver aussi ces équivalences dans la manière de rendre ce film à la fois informatif, pour avoir des données et une compréhension claire du travail, et en même temps, cette dimension que donne Ramu, imaginative, extraordinaire. Les textes de Ramu, quand il parle de la façon dont il découvre le lac et qu'il tourne le livre d'images, il fallait que je trouve moi-même le double du lecteur. Donc ça, c'est la féerie. Mon double du lecteur intervient comme s'il donnait une dimension supplémentaire. C'est-à-dire, c'est le point de vue après coup de la façon dont l'œuvre a continué de vivre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est à travers ça de rendre vivants les éléments qui étaient d'une certaine manière quelquefois un peu figés, un peu difficiles à utiliser. Les archives, c'est tout à fait fantastique, mais il faut savoir leur donner une dimension aussi artistique et cinématographique. Donc ça, c'est un travail presque de recherche de merveilleux.
Voilà. Et je ne sais pas si vous avez reçu ce documentaire comme l'idée du merveilleux, mais c'est à travers cette idée-là que je l'ai conçu. Une autre question. Si j'ose rajouter, Allez-y. j'ai eu la chance de découvrir cette œuvre de manière très féerique. C'était à Mézières, je crois en 63 ou 64. Et c'était Ansermet qui dirigeait. Malheureusement, je n'ai plus aucun souvenir de qui jouait, qui parlait, qui... Et tout le Conseil fédéral était là, in corpore, comme on dit chez nous. Et après, il y a eu une réception sous les arbres. Et tous ces gens, les conseils fédéraux étaient encore en pantalon rayés, en jaquette, et Ansermet passant de l'un à l'autre, riant aux éclats, avec son verre de vin. C'était féerique. Merci beaucoup pour votre intervention. Une autre question dans la salle. Ah, monsieur ici, à l'avant à droite. Merci pour le film. Vous avez évoqué tout à l'heure les difficultés de la production pour négocier l'obtention des images de Stravinsky. C'est en effet très émouvant de voir Stravinsky dans ces élans de spontanéité juvénile, comme disait Maître Tabachnik. Et je voulais savoir pourquoi c'était si difficile, ces négociations, où sont ces images qu'il détient, pourquoi elles ne sont pas plus rendues publiques. Et voilà. C'est toujours les négociations très compliquées entre les réalisateurs qui ont filmé, entre les droits qui ont circulé, qui sont passés de main en main. Il faut retrouver effectivement la piste de tout ça. Et c'est long. Et c'est les tractations, les négociations, ce ne sont pas des documents très faciles à négocier. Mais il en est de même à l'INA. Hein. Les choses à l'Institut national de l'audiovisuel ne sont pas simples non plus à négocier. Ça, je trouve admiratif le travail qu'a fourni Heinz Diehl sur toutes ces négociations qu'il a dû mener pas à pas à travers les archives et retrouver les ayants droit, retrouver ceux qui effectivement étaient en mesure de pouvoir autoriser ou pas à ce qu'on mette dans ce film ces archives. C'est un long travail de longue haleine. C'est que je procède toujours comme ça avec Heinz Diehl. Quand j'ai commencé à concevoir le film et à rédiger la trame scénographique, j'avais déjà fait les recherches sur les archives. Donc, bien souvent, dans un montage film où les archives sont introduites, c'est après coup, quand on se trouve au montage, qu'on cherche, quelquefois, entre guillemets, à illustrer. Moi, j'avais toute la liste, j'avais dressé effectivement toutes les pistes de tous les documents, même les documents papier, les documents photos que je voulais utiliser. Alors c'est vrai que ça demande un long travail en amont, de recherche, en plus pour moi c'était indispensable puisque j'écrivais mon film avec tous ces éléments comme des éléments de partition. S'il n'y avait pas eu la place de tel document à tel endroit, le film ne tenait pas. Et bien souvent aussi, le producteur pourra en attester, tout ce que j'ai tourné, j'avais la musique au préalable. Je suis un réalisateur qui ne tourne pas de scène musicale sans avoir la musique au préalable sur le terrain qui donne exactement la scansion et le rythme et la durée exacte des plans. Donc c'est un dispositif assez lourd. Il y a quelques réalisateurs qui font ça, qui enregistrent la musique au préalable et qui l'utilisent directement sur le lieu de tournage pour être sûr d'avoir la rythmique, la respiration et la durée parfaite de la façon dont la musique fait corps avec la scène. Parce que si vous le faites après coup, vous le faites un petit peu en jouant sur le côté hasardeux ça donne l'émotion, mais à peu près, pas à la seconde près. Et donc mon souci, c'est de travailler à la seconde près. Je voudrais ajouter une petite chose anecdotique. Ce que tu dis à propos de ça, c'est que c'est l'histoire de Sergio Leone, n'est-ce pas, et Morricone. Sergio Leone et tous ces fameux western spaghetti, comme on les appelle, étaient tournés avec la musique préenregistrée. Et il diffusait la musique de Morricone et il jouait les scènes. Et toutes ces scènes, comme vous avez vu ces films, sont assez peu parlées. Donc la musique prend une place très très forte. Mais j'aimerais dire à monsieur que, je m'excuse de casser un peu la baraque, mais toutes ces archives, vous les trouvez sur YouTube. Hein. Elles sont sur YouTube.
Tout ce qu'on a vu là, c'est sur YouTube. Je peux vous le dire parce que je sais. Vous écrivez Igor Stravinsky YouTube et vous en avez une flopée. Oui, mais ça, après, il faut les négocier. Ah, ça, c'est pas... Mais je parle pas de ça, moi. Mais vous pouvez les regarder chez vous, hein. Ça, c'est sûr. Une dernière question, peut-être, dans la salle. J'en avais deux, mais c'est des toutes petites. Allez-y. J'étais très surprise et amusée et intriguée de voir la scène avec Jean-Luc Godard. Et puis j'aurais bien voulu, vu que vous êtes là, que vous nous en disiez un tout petit peu plus d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Et puis l'autre question, c'était, j'ai beaucoup aimé le film, j'aurais voulu en savoir un tout petit peu plus en fait sur la relation entre Stravinsky et Ramu. Est-ce qu'ils allaient boire des verres ou je sais pas, mais parce que ça a l'air très sérieux en fait, ça a l'air vraiment une atmosphère de travail, comme ça on les voit jamais trop sourire, mais est-ce que dans la vie ils étaient amis ou voilà, si vous savez un tout petit peu plus, ça m'intéresserait. Merci. Alors le document concernant Jean-Luc Godard, c'est le prix du cinéma suisse qu'il a obtenu en 2015. Et comme Godard a toujours rêvé d'adapter Ramu, il a rendu un hommage appuyé à Ramu et à l'histoire du soldat. Ça fait partie de son côté vaudois. Il a ça en lui. Après, il a brodé, puisque c'est son récitatif personnel et son idée à partir de l'histoire du soldat, de sa propre mort ou de son propre remerciement à la vie. Et en ce qui concerne effectivement la deuxième question que j'ai pas vous dit. Ah oui, voilà. Il y avait entre Ramu et Stravinsky, c'est ce que indique un petit peu Michel et le texte de Ramu, où ils ont pris ensemble la décision de travailler avec les choses de la vie, avec le pain, le fromage et le vin. Mais Stravinsky avait, comme Ramu, et ce que dit Charles Dutoit, ce côté terrien. Tous les deux aimaient les choses de l'existence. Et il y a une anecdote aussi que signale Théodore Stravinsky, c'est que Ernest Ansermet et Igor Stravinsky faisaient de la gymnastique ensemble. Donc c'était un plaisir qu'ils partageaient en dehors du travail artistique, intellectuel. Et une fois, Ansermet a été étonné parce que Stravinsky est parti dans la salle de bain. Il s'est dit, mais pourquoi il a arrêté comme ça subitement? Et il s'était aperçu que Stravinsky, dans la salle de bain, faisait d'autres exercices plus compliqués pour ne pas donner à Ansermet le sentiment qu'il n'était pas à la hauteur. Il y a quelque chose dans l'esprit de Stravinsky, oui, qui est au niveau de l'enfantillage, du plaisir, de faire une bonne blague, de dire des... C'était à la fois, quelquefois, extrêmement méchant, quelquefois extrêmement cru. Ce que dit Michel est juste. Quand ils étaient chez Ansermet, que Madame Ansermet était atterrée pendant cette période où les choses c'était la disette, ils finissaient le pot de confiture, mais sans penser aux autres, à qui que ce soit. On le décrit, c'est effectivement une vision que donne aussi Théodore. Il dit que quand il mangeait du poisson, il prenait tout le poisson dans sa bouche et puis il crachait toutes les arêtes. C'était un personnage assez étonnant. Il ne fallait pas être en face de lui quand vous mangez du poisson, parce qu'après, les arêtes, il y en avait partout. Et je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est qu'entre les deux, ils se sont découverts à travers justement ce qui fait la nature même de l'œuvre, et qui est déjà prémonitoire dans Raison d'être, le pays natal, les choses de la vie, les choses que l'on goûte, que l'on partage. Et je pense que l'œuvre se ressent de ça aussi. Il y a une espèce d'envie, de jubilation à faire quelque chose qui donne le sentiment, comme le dit Freddy Buach, pour le peuple, pour la fête foraine, pour le plaisir de partager, effectivement, une œuvre que Freddy dit peut-être de l'art, mais ça c'est Freddy Buach qui le dit, mais en même temps, lui-même reconnaît que ce qu'a donné comme sentiment à ce moment-là Ramu, de dire qu'il fallait rester au pays natal, ça, Freddy Buach l'a fait. Il est resté ici pour travailler, à Potello aussi, et beaucoup d'autres,
ont voulu rester ici pour montrer que c'était là que ça se passait. Alors, puisqu'on parle de partage, je propose peut-être qu'on va passer à l'apéritif. Juste vous rappeler 2 rendez-vous. La semaine prochaine, exactement dans une semaine, le 13, aura lieu dans cette salle un concert de l'ensemble vocal de Lausanne qui jouera et chantera des pièces de Stravinsky, notamment les Noces, qu'il a composées également en Suisse. Et puis un autre rendez-vous, puisqu'on parle de Ramu, la projection pendant le congrès mondial des cinémathèques qui aura lieu dans cette salle à la mi-avril. On projettera le film de Francis Reusser, d'Herborance, le 10 avril à 15h, avis aux amateurs. Voilà. Merci Michel Wenzel, merci Michel Tabachnik. À tout à l'heure.